Un second invité. Un second invité. Avec qui on va clôturer? On va clôturer un invité sûrement très exceptionnel. Il est le proche collaborateur du plus grand panafricaniste que nous avons actuellement. C'est lui qui a fait bouger le ligne sur la question du franc CFA, sur la question de la France-Afrique, dans le but de valoriser l'Afrique-Afrique. Je veux ainsi parler de l'activiste béninois Kémy Séba, qui préside l'ONG Urgence panafricaniste. Bon, comme tous les Africains le savent en tout cas, il est installé au Bénin, il préside donc cette ONG qui a de multiples antennes dans différents pays d'Afrique et dans la diaspora. Mais ici, aujourd'hui, maintenant, là, nous allons recevoir à Kinshasa le coordinateur international de cette ONG, Urgence panafricaniste, Eri Djawzi, qui est de passage dans la sous-région pour une série de rencontres. Et alors, nous allons la voir, mais juste avant qu'il puisse faire son entrée, on va d'abord suivre un élément et puis on va revenir pour faire entrer l'invité. Donc là, vous venez de suivre cet élément du combat panafricaniste qui a commencé dans la diaspora et qui est en train de poursuivre sa cheminée en Afrique. Alors, bonjour Monsieur Eri Djawzi. Bonjour mes frères. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Alors, Monsieur Eri Djawzi, quelles sont vos premières impressions en étant sur la terre de Patrice Emery Lumumba, sur la terre de Simon Kimbangu, et surtout, pour c'était une femme, sur la terre de King Pavita? Quelles sont vos premières impressions en étant sur un grand honneur d'être présent actuellement au Congo, qui est un pays qui, dans les consciences, on va dire noires, les consciences panafricaines, jouait un rôle très important, parce que vous avez eu des leaders qui ont rayonné au-delà des frontières de votre pays, et donc c'est la possibilité de faire connaissance avec tout un tissu d'organisations, de militants qui justement nous permettent d'avoir une expertise au plus près des réalités du terrain, et c'est ce qui est important. Il faut faire attention à éviter la vision théorique et qui parfois, parce qu'elle est en théorie, ne colle pas avec les réalités du terrain. Donc lorsqu'on se déplace dans des pays comme celui-ci, on en profite pour consulter, pour écouter, observer les choses et en repartir encore plus fort intellectuellement et avec les solutions les plus adaptées aux problèmes que rencontre le continent africain. Alors, pour écouter, pour observer, c'est aussi le travail que nous faisons sur notre pays. Lorsqu'on observe depuis un certain temps, là on parle directement des situations locales, lorsqu'on observe depuis un certain temps la transhumance dans la classe politique, la situation sociale qui ne convient pas justement au peuple, qui n'est pas propice au peuple, ça ne favorise pas justement le jeune, le femme, le maman et les hommes justement à avancer dans la société. Lorsqu'on constate aussi le malversation politique, les détournements des deniers publics, la corruption généralisée au pays. Alors l'élite politique congolaise n'est pas vraiment assez perspicace pour comprendre les enjeux qui se passent. Alors comment appréhendez-vous la situation politique au Congo? Comment appréhendez-vous le comportement de l'élite congolaise? Déjà, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Je suis un citoyen camerounais qui appartient à une organisation Urgence panafricaniste fondée par Kémy Séba. Je me vois mal porter un jugement moral sur les Congolais. Et puis je pense aussi qu'il faut éviter de penser que les problèmes concernent uniquement le Congo. J'ai la possibilité, à travers les activités, donc de pouvoir sillonner un maximum de pays africains, et les problématiques de malgouvernance, d'impunité, de corruption sont aussi présentes dans d'autres pays. Vous comprenez? Et il faut toujours essayer d'être mesuré et de pas voir le verre uniquement à moitié vide, mais aussi partiellement plein. Donc je pense que de ce que je peux constater en écoutant les camarades, Filimbi, Lucha, les Voix des Sans-Voix, enfin toutes ces associations de terrain qui font un travail extraordinaire. Je pense qu'il faut le rappeler, on le souligne pas assez. Je pense qu'il y a un problème d'impunité.
allons directement dans le vif du sujet. Quand on voit ce qui se passe dans la partie est du pays, vous avez des gens qui ont enquêté, ce fameux rapport mapping qui a eu 10 ans. On a enquêté, on a interrogé des gens de la société civile congolaise, des gens à l'international, des victimes ont témoigné, et on a l'impression que derrière, la justice ne suit pas. Donc il y a des gens qui se sont rendus responsables d'infractions, de crimes, de génocide, et qui sont le plus tranquillement du monde en train de vaguer à leurs occupations, de voyager sans être inquiétés. Pire encore, ceux qui ont dénoncé ces méfaits sont en prison. Et donc là on est vraiment dans quelque chose de très grave, parce qu'à partir du moment où le Congolais lambda a l'impression que les responsables peuvent commettre tous les méfaits et ne sont pas inquiétés, comment est-ce que vous voulez que le petit citoyen là de Kin ne soit pas également dans les logiques un peu de corruption, ou en tout cas de non-civisme? On dit souvent que le poisson pourrit par la tête. On a un gouvernement qui est actuellement en place, qui, avec un nouveau président, qui a parlé de rupture, et on doit voir la différence par rapport à l'ancienne mandature. Voilà. C'est la politique, et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est une affaire de symbole. Et donc il faut qu'on puisse sentir de la part du pouvoir une volonté réelle, manifeste, de se dire que voilà, les gens qui ont commis des exactions, les gens qui sont dans les malversations, etc., aujourd'hui vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. Il n'y aura pas de paix sociale dans ce pays tant qu'on n'aura pas été capable de juger tous ceux qui sont responsables de méfaits. Voilà. Et une question pour poursuivre. Vous avez parlé de la situation à l'Est, en tout cas, on les connaît. Plus de 10 millions de morts. C'est terrible. Et il y a aussi la présence, on va le dire, de l'armée onusienne, la MONUSCO, qui est là depuis 20 ans, alors que l'on est en train de constater que cette armée internationale est très impuissante sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup de panafricanistes aussi le pensent, beaucoup d'observateurs le pensent, qu'il y a un complot international pour piller les richesses du Congo à l'est du pays? Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a eu il y a 2 semaines, je crois, la mort d'un ambassadeur donc italien. Et ça a défrayé la chronique. C'est comme si en fait la communauté internationale se réveillait. Ça fait 20 ans qu'on a des millions de Congolais qui sont morts. C'est devenu quelque chose qui a été banalisé, qui ne fait même plus la une de l'actualité dans les médias occidentaux. Mais là, il se trouve qu'un ambassadeur trouve la mort, paix à son âme. Il ne s'agit pas de se réjouir de cela, mais c'est révélateur de quelque chose. Il faut que nous, en tant qu'Africains, qu'on arrête de croire en cette fable qu'on appelle la communauté internationale. Les Nations Unies. Tout ça, ce sont des concepts qui sont creux, qui n'ont aucune existence, d'accord. Quand on parle de communauté internationale, il faut que, en tant qu'Africains, nous décodions qu'on parle d'un petit club de pays qui dominent et qui justement déguisent leur velléité de domination à travers ce concept de communauté internationale. Cette situation, ce problème dans l'Est du Congo, comme dans d'autres théâtres de guerre sur le continent africain, ne se réglera que si les Africains sont capables de s'entendre et de s'asseoir, de se retrouver à une même table. Mais il y en a déjà, il y a des Africains qui ont des espaces pour pouvoir réfléchir. Les espaces, on parle de l'Union africaine, on a des dirigeants qui se rassemblent pour pouvoir réfléchir aux problèmes justement de l'Afrique, mais alors, on n'en trouve pas toujours la solution. Je crois que c'est le général de Gaulle qui n'a aucunement une référence pour nous, qui parlait des Nations Unies, donc de l'ONU, comme d'un machin. Quelque chose finalement qui n'a aucune valeur et qui aucune symboliquement qui ne représente pas les volontés des peuples souverains. L'Union africaine, c'est la même chose. L'Union africaine est censée être l'outil organisationnel qui assure la souveraineté, donc la défense des intérêts du continent africain. Il s'agit que cette organisation fonctionne sur des fonds étrangers. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que l'institution qui est censée défendre les intérêts des Africains, pour qu'elle puisse fonctionner, a besoin des financements internationaux. Et vous connaissez le dicton, celui qui finance, c'est celui qui oriente. Donc à partir de là, il n'y aura jamais de règlement de cette question au niveau international,
Parce que ce qui se passe dans l'Est du Congo, ce n'est pas qu'une histoire d'Africains, il y a des intérêts qui dépassent le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, qui dépassent même ces pays, et derrière, au-dessus, on sait qu'il y a un problème avec certaines multinationales occidentales. Donc on est dans une espèce de jeu de scène avec des rôles et des gens qui passent leur temps à nous dire qu'ils veulent la stabilité, qu'ils veulent la paix, mais qui ne se donnent pas les moyens de cette paix. Voilà. La finalité est laquelle? C'est que ce sont les Africains doivent se retrouver à une même table. Et quand on parle d'Africains, donc on parle du président. Et ces leaders qui doivent se retrouver à une même table pour défendre l'intérêt des Africains, il faut déjà qu'ils soient bien élus. Donc ça pose le problème de la gouvernance. On a des chefs d'État, d'accord, qui ne représentent pas les aspérités de leur population, qui défendent des intérêts ethniques, des intérêts claniques, de partis, ou alors qui défendent même les intérêts du multinational. Comment voulez-vous que ces gens puissent s'entendre pour la paix des populations? Et ceux qui sont les cocus de cette histoire, ce sont les populations civiles. Et donc du coup, il faut reprendre le problème de manière différente. Il faut déjà qu'au niveau ici, au niveau du pays, au niveau du Congo, que le pouvoir politique fasse ce qu'il doit faire, d'accord, qu'il réhabilite des gens qui font un travail énorme de terrain, comme le docteur Mukwege, votre prix Nobel. L'Afrique a un prix Nobel de la paix. C'est comme si dans son propre pays, il était quasiment négligé. C'est une honte. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'un éminent chirurgien de son espèce, d'accord, qui pourrait se dorer la pilule dans une clinique d'Europe ou d'Occident, en gagnant peut-être 10 fois plus, décide de faire un travail pour réparer physiquement et psychologiquement des femmes qui sont victimes de viols de guerre, et qui dans son propre pays finalement est vu comme quelqu'un qui dérange. Il dérange parce que finalement l'efficacité de son travail est comme un peu le miroir de l'immobilisme et de l'hypocrisie d'une certaine partie de la classe politique. Donc avant de nous en remettre aux autres, il faut déjà qu'on soit capable d'accomplir notre propre part. Ce sera pas l'Occident, ce sera pas la France, ce sera pas les États-Unis, ce seront pas l'Angleterre qui vont régler ce qui se passe à l'est du Congo. Ça passera par une volonté réelle des acteurs politiques. Voilà. Volonté réelle des acteurs politiques, c'est aussi ces mêmes combats que fait certaines structures, on dira des associations de citoyenneté. Bien sûr. On faudra parler de Filimbi et des Lucha, qui aussi dans le même sens est en train de combattre ces anti-valeurs dans ce sens. Vous, dans votre structure, l'ONG L'Urgence panafricaniste, comment voyez-vous les actions ou encore les activités qui mènent la Lucha et les Filimbi dans ces camps? On vit dans un monde profondément égoïste, consumériste, individualiste, et surtout en Afrique avec cette appréhension qu'on a par rapport à la chose politique qui suscite bien souvent plus de problèmes que de bienfaits. Et donc on a un discours qui consiste souvent à se dire occupons-nous de nos vies privées, essayons de nous chercher financièrement plutôt que de nous engager dans une cause politique. Lorsque vous avez des groupes de jeunes qui donnent de leur temps pour l'intérêt public collectif, qui prennent des coups, d'accord, qui sont arrêtés, relâchés, et puis dès qu'on les relâche, qui repartent au charbon, ça, il faut le respecter et il faut l'applaudir dès demain. Il faut absolument que le personnel politique soit beaucoup plus inclusif vis-à-vis de ces structures, parce qu'elles sont finalement les témoins de ce qui se passe la population. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose qu'on pourrait signaler, c'est que en étant finalement dans une logique de politique, en voulant sensibiliser et éclairer le peuple, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, il faut qu'on soit extrêmement même exigeant, si je puis dire, sur la pertinence de nos actions politiques. Voilà. Il faut qu'on soit capable d'avoir un message politique qui va au-delà des simples histoires d'alternance, mais qu'on soit capable de réfléchir sur finalement qu'est-ce que l'impérialisme, de quelle façon il se déguise, pour le combattre de la façon la plus pointue, parce que si on n'est pas capable de démonter structurellement ce système, on est amené à le revivre sous d'autres personnes, d'autres leaders. Donc ces organisations doivent vraiment faire un effort de réflexion sur finalement non pas une histoire d'alternance des personnalités au pouvoir, mais finalement sur les racines de ce système qui est capable de se changer, de se métamorphoser et au final de continuer à nous endormir toujours un peu plus. Mais quand même, il n'y a pas plus tard que longtemps que nous avons suivi Kémy Séba en train d'insinuer que ces mouvements seraient justement imbibés par le financement d'un certain Soros.
c'est un secret de polichinelle, et j'ai envie de dire, c'est même ce qui parfois aussi peut nous séparer. Vous savez, le philanthropisme, c'est jamais gratuit. Il y a des gens qui sont très riches, qui sont très puissants, qui ont un agenda, qui ont une vision du monde et qui aimeraient faire en sorte que justement leurs idées pénètrent dans un maximum de zones géographiques pour la défense de leurs intérêts. Et c'est à ce titre qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur les sources de financement. Vous voyez, je peux même prendre l'exemple, par exemple, des oppositions politiques. Lorsque vous avez des opposants politiques à un régime dictatorial où les gens vont s'exiler dans un pays qui finance cette même dictature, il faut demander qu'on se questionne sur la pertinence de ces opposants politiques. Et on va la même chose sur ces ONG. Ces gens, ces puissants, ont compris que les leaders d'opinion du monde associatif, la société civile, vont être les leaders de demain. Et donc ils essayent par différents programmes de les coopter pour qu'une fois que ces gens arrivent au pouvoir, ils puissent continuer à travailler en bonne intelligence et qu'il n'y ait pas cette rupture que nous appelons de tous nos voeux. Un sérieux problème que notre pays est en train de vivre. Enfin, on dirait, en fait, tous les Africains vivent le même problème. Mais qu'est-ce que... Justement, il faudrait parler dans le sens de votre combat, en fait, de votre lutte. L'ONG, l'Urgence panafricaine, veut clairement quoi par rapport aux Africains? Parce qu'apparemment, à vous comprendre, au niveau des dirigeants africains, moi je dis qu'ils se réunissent pour pouvoir, justement, c'était ça l'idée, ils se réunissent pour pouvoir trouver les solutions aux problèmes que vivent leur population. Mais au-delà de ça, il y a toujours les problèmes au niveau de sécurité. On a parlé de sécurité dans différentes nations africaines qui continuent à prendre de l'ampleur. N'en parlons pas à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à prendre des formes vraiment inquiétantes. Mais l'ONG, l'Urgence panafricaine, veut vraiment apporter quoi dans la population africaine? Vous savez, si les problèmes persistent, c'est peut-être parce que le traitement qui est appliqué sur ces problèmes n'est pas suffisamment bon, n'est pas assez efficace. Et si ce traitement n'est pas efficace, c'est peut-être qu'on n'a pas fait assez d'inclusion. Vous savez, le pouvoir politique doit arrêter de regarder cette société civile avec condescendance ou avec peur. Je pense que les hommes de terrain, ceux qui font l'expertise des problèmes, des problématiques, normalement doivent avoir leur voix au chapitre. Okay. On va être très clair. Actuellement, l'Union africaine, le président en exercice, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi. L'Union africaine jouit d'un déficit de représentativité. On a l'impression que c'est une espèce de club de dictateurs qui finalement ne fait pas remonter les volontés des populations. Okay. Il y a des aménagements structurels à mettre en place. C'est l'occasion justement d'écouter la voix du peuple, d'écouter les organisations de la société civile pour que justement on puisse apporter nos solutions, un autre regard. Et c'est de cette façon en étant dans l'interaction, en étant dans l'échange, qu'on arrive à trouver des solutions aux problèmes. Il faut qu'on prenne vraiment le réflexe et qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de salut en Afrique venant de l'extérieur. Les problèmes se régleront entre nous. On parle souvent de la concorde, de l'arbre à pas l'arbre. C'est une tradition qui est en nous, ancestrale. Il faut qu'on puisse se regrouper, qu'on puisse s'écouter et que la parole se libère naturellement. Lorsque vous allez, je sais pas, dans un groupe psychologique pour anciens alcooliques, la parole va se libérer lorsqu'ils seront entre eux. C'est là qu'ils vont exprimer ce qui les a conduits, je sais pas, à ce type d'addiction. Et ils trouveront des solutions et il y aura comme une sorte de désinhibition pour s'exprimer. Et ben c'est la même chose. Tant qu'on aura des gens extérieurs à nos pays qui ont une responsabilité en plus dans nos instances de règlement de conflit, on n'ira nulle part. Donc il faut que justement on puisse écouter cette société civile qui est porteuse d'enseignement, qui est porteuse de solutions. Alors, Monsieur Éric Djihouti, au niveau local, les activités de l'ONG Urgence panafricaniste s'articulent autour de quels axes? Alors, l'ONG Urgence panafricaniste compte différentes antennes, que ce soit sur le continent africain qu'également au niveau de la diaspora. Ouais. Au niveau du Congo, on a le frère Sada Moussumba qui justement est en train de faire un travail de interconnexion avec les différentes organisations de la société civile congolaise. Ouais. Il a pris part à différentes mobilisations qui sont tenues sur la rue, sur la question de l'Est, sur la question également des déchets.
y avait le camarade précédemment qui parlait du problème de traitement des déchets et donc il y avait une marche qui avait été faite en ce sens. Il y a des actions caritatives qui sont menées. Je sais qu'ils ont travaillé à la réfection d'un orphelinat. Quand il y a eu la période qui est toujours en cours, de la crise du Covid, on a organisé des distributions de kits sanitaires et alimentaires. Et je sais que ce samedi, je vends un peu la mèche, mais on sera dans un centre médical pour faire une distribution de produits médicaux à titre gracieux. Justement, parlons du problème de Congolais, parlant de ces actions que l'URPANAF, bien sûr, qui est en train de mener ici localement à Kinshasa. Est-ce qu'il y a encore, au-delà de ces faits, y a-t-il encore d'autres choses qui sont envisagées? Vous savez, c'est une action quotidienne. J'ai défini les différents axes. Il y a un volet politique et puis il y a un volet caritatif. L'objectif, en fait, c'est de se dire que, on dit souvent, l'État ne fait rien pour nous, l'État ne fait pas ci, devrait... La consigne qui est donnée par le président de l'ONG Kémy Séba, c'est de faire en sorte que chacun au niveau local, dans les différentes antennes, puisse être un acteur, puisse sonder les besoins au niveau local et agir. Lorsque les frères nous disent je sais que dans tel orphelinat il manque de tel produit, ils vont s'organiser pour assurer une distribution de sacs de riz. Lorsque dans tel hôpital il y a une devanture avec une peinture qui déjà est caillée et qui a moyen de donner un coup de neuf, ils vont prendre contact avec le responsable du centre médical et puis ils vont mettre un coup de peinture. Je pense que c'est ces actions répétées sur le terrain qui sont extrêmement importantes parce qu'on doit on doit sortir de la simple posture de sensibilisation politique. Vous savez, il faut toujours voir les choses de façon bicéphale avec les deux axes. La sensibilisation politique, c'est une chose pour que les gens soient conscients de certaines problématiques, pour qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel on se trouve. Mais il est également évidemment important d'être capable de subvenir à certains besoins et surtout d'avoir un ancrage local. Vous avez un ancrage local dans une commune, une agglomération, lorsque vous êtes capable justement d'être en interaction avec le milieu médical, avec des écoles pour faire des séances de sensibilisation sur le panafricanisme. Je sais qu'ils sont partis dans un établissement, je n'ai pas le nom malheureusement, mais qu'ils ont justement fait une exposition sur les grandes figures du panafricanisme. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le cadre du centenaire de l'église kimbongiste. Donc voilà, c'est des choses qui se font régulièrement, mais la consigne vraiment donnée par Kémy Séba, c'est soyez au plus près des réalités locales. Voilà. Être au plus près d'égalité locale. Réalité, locale. Il faudra peut-être, vous l'avez dit, apporter des solutions aux différents problèmes, subvenir aux certains besoins du point de vue caritatif. Mais justement, parlant des financements, parce que lorsque vous devez subvenir à ces besoins-là, il faut qu'il y ait un financement. Bien sûr. Vous avez ici parlé de la main qui domine, ce serait la main qui donne, ce serait celle qui domine. Vous, peut-être votre financement, ça ne provient pas entre guillemets de ces Occidentaux. Mais les choses sont très claires et Kémy Séba a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer là-dessus. Les financements de l'ONG sont exclusivement dus à la générosité de personnalités du monde du sport, du monde de la musique qui suivent le combat de Kémy Séba depuis aujourd'hui à peu près une vingtaine d'années et de la générosité de membres de l'Afrique ou de la diaspora qui sont fiers de constater que pour une fois on est capable d'avoir une organisation, on va dire entre guillemets, qui fait du social et qui soit panafricaniste. Okay. C'est quelque chose qu'on n'a pas tellement l'occasion de voir. Et donc du coup, c'est de cette façon qu'on arrive à assurer nos frais de fonctionnement. Il est évident que vu le discours politique que nous avons sur les méfaits, l'ingérence occidentale et également la dénonciation de certains dictateurs, on ne va pas recevoir de fonds tant de l'Occident que de certains pays officiellement africains. Avant de vous accorder un mot de la fin, fortifions en complément. Puisque on doit quand même parler de l'Afrique, puisque vous êtes de ceux qui refusent le barrière imposé par la conférence de Berlin et que vous dites que très souvent que vous êtes un citoyen africain. Et alors il y a eu de récents justement événements au Sénégal où on a vu la population revendiquer la situation sociale, la situation économique. On a même vu les pillages des entreprises françaises. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça ? Une très grande satisfaction. Ce que le peuple sénégalais a fait, c'est extraordinaire. Vous savez, c'était un peu comme le grand soir.
lorsque vous avez milité pendant X années pour que les choses changent sur le continent africain et que vous voyez un pays, que vous voyez une jeunesse qui s'élève, qui sort de la rue contre un dictateur, Macky Sall, et qui en plus derrière est capable d'orienter sa colère sur les cibles du néocolonialisme, nous on applaudit dès demain. Il faut être très clair. Lorsque les gens sont sortis dans la rue pour s'en prendre à Auchan, déjà c'était pas que Auchan, il y a eu Total et il y a eu le groupe Eiffage. Il y a eu une maturité politique du Sénégalais, d'accord, qui a compris que Macky Sall est au pouvoir et soutenu grâce à l'appui de la France. Et donc, en s'en prenant à ses intérêts, aux intérêts français, c'est un avertissement, d'accord, qui est lancé aux Français pour leur dire nous ne sommes pas dupes de ce qui est en train de se passer. On nous a dit oui, mais en brûlant les magasins à Auchan embauche les Sénégalais, c'est la naïveté politique. Auchan est un groupe qui est en train de tuer le commerce de proximité. Le commerce de proximité a une place fondamentale dans nos sociétés africaines. Ils sont en train de tuer le commerce de proximité en cassant les prix. Ils cassent les prix pour faire un appel d'air, pour tuer le commerce de proximité. Et une fois qu'il n'y aura plus ce tissu économique local, vous verrez qu'ils auront le monopole et les prix repartiront à la hausse. Donc du coup, le gouvernement sénégalais, s'il devait être juste et équitable, il aurait dû permettre l'implantation de magasins comme Auchan, mais également réfléchir à la mise en place de coopératives alimentaires, commerciales, pour que justement on puisse avoir une chaîne de commerçants sénégalais qui puissent concurrencer ces groupes, ce que fait un Kémy Séba en lançant le 3 avril à Cotonou un autre centre commercial qui justement fera la part belle aux produits qui sont issus de la production locale. Un dernier mot, un mot de la fin par rapport à cette émission. Et puisque vous êtes ici... Excusez-moi, et surtout, force à Guimarius Sana, force à Thiat du collectif Y'en a marre, force également à tous ceux qui sont encore actuellement arrêtés et ceux qui ont perdu la vie. On croit qu'on parle de 15 morts au Sénégal, et j'élargis ça à tous les combattants des différents pays qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés juste pour délit d'opinion politique. Alors j'étais en train de vous accorder un mot de la fin par rapport à cette émission, cette tranche d'animation de Genève 24, et aussi un mot à tous les Congolais que nous allons essayer de relayer à la jeunesse africaine par rapport à ça. Écoutez, le message qu'il faut retenir, qu'il faut observer, c'est qu'en différents points du continent africain, les choses sont en train de bouger. Il y a une concordance parce que les problématiques de malgouvernance, de corruption sont les mêmes partout, et puis on a une jeunesse, on a une population qui, grâce aux médias alternatifs, qui grâce à l'Internet, est en train finalement de voir l'information circuler beaucoup plus vite qu'avant, et la censure est moins possible. Je dis juste que on n'arrivera pas si on reste cantonné dans chaque pays. Au Congo-Brazzaville avec l'élection de ce dimanche, ici en RDC, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il faut qu'on soit capable d'être dans une convergence des problématiques, des luttes, et à ce titre-là, le frère Ousmane Sonko a été très juste lorsqu'il a panafricanisé son discours politique en disant que justement ce qui se passe au Sénégal peut être un laboratoire pour ce qui se passe ailleurs. Et j'attends donc de la classe politique congolaise qu'elle soit capable de sortir un peu de son carcan. Non, précaré local congolais, et qu'elle soit capable d'être en interconnexion avec les forces des autres pays pour que justement la lutte soit une lutte de convergence. Justement, c'est votre apport, J'essaie modestement, en discutant avec les différents acteurs politiques de la scène locale, d'exprimer ce point de vue, parce qu'on n'arrivera pas tout seul. Les Congolais face aux États-Unis n'arriveront pas seuls. Les Ivoiriens face à la France n'arriveront pas tout seuls. Les Sénégalais face à la France, ce sera la même chose. Les Gabonais, il faut qu'on soit capable, il faut que nos grands responsables politiques soient capables de faire preuve de solidarité avec les peuples lorsqu'ils sont attaqués, outragés ou brimés. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à la Fortefille. Merci. Un dernier message, on va lire. Bonjour Kin24, je suis Joseph depuis la ville de Kindu. Je vous suis 5 sur 5. Donc, Monsieur Joseph depuis la ville de Kindu nous a suivi 5 sur 5. Merci surtout à vous, fidèles et téléspectateurs, parce que nous avons été là pour vous. Pendant ces 80 minutes, nous avons essayé d'échanger. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à nos invités, M. Redjéouti. Merci aussi à M. Fiston Zamoubé. Merci à Tipela Soukete qui a assuré la prise de vue, et merci au réalisateur de cette antenne matinale, Dadi Gambi. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien, un bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.